Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire dont le sujet est comment accompagner des publics éloignés du numérique avec des difficultés financières. On va vous présenter les bons plans du numérique pendant l'heure qui suit. L'objectif est de vous sensibiliser aux questions liées aux bons plans, principalement dans un contexte où les personnes et on va le voir de tous horizons, ont des difficultés à s'approprier le numérique et à convertir leurs compétences numériques en opportunités pour augmenter leur pouvoir d'achat. Au programme, euh, très simplement, il y aura une partie de présentation, de sensibilisation, comme je viens de le dire, et puis une présentation aussi d'outils, de nouveaux outils que nous développons chez 8TechCare dans le cadre d'un projet qu'on porte d'ailleurs avec le SPF Économie, donc le ministère fédéral de l'économie, pour aider justement les personnes les plus vulnérables à concilier inclusion numérique et aide financière sur le sujet des, euh, des bons plans. Euh, Comme je l'ai dit en introduction aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat si quelque chose n'est pas clair, si vous souhaitez réagir par rapport à quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'aurai à la fin de la présentation réservé quelques minutes pour y répondre. Si entre vous, vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à utiliser le chat plutôt que d'ouvrir votre micro, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de flagrant, que vous ne voyez plus mon écran ou que mon son soit coupé, par exemple. Alors, je vous y autorise. Voilà. En introduction, je suis intéressé de savoir dans quel contexte vous participez à ce webinaire. Et pour ça, je vais vous inviter à écrire dans le chat les chiffres 0, 1 et ou 2 pour dire si vous accompagnez sur le numérique, si vous accompagnez des personnes, si, si vous accompagnez sur des questions financières, budgétaires, les 1 et 2 sont cumulables. Et 0, c'est si vous n'accompagnez ni sur l'un ni sur l'autre. Ça veut dire que vous pouvez faire d'autres choses, certainement, mais en tout cas pour savoir un petit peu quel est voilà, le public auquel je m'adresse aujourd'hui. Voilà, je vais ouvrir le chat. Je vois, pour commencer, beaucoup de 1, donc ça veut dire beaucoup d'accompagnement numérique. Une personne qui accompagne sur des sujets budgétaires. Euh, Très bien. Voilà, il y en a plusieurs qui accompagnent quand même un petit peu sur des questions budgétaires. Zéro, ni l'un ni l'autre. Très bien, mais alors j'espère pouvoir vous euh, voilà, partager des informations justement sur un sujet dont vous êtes peut-être déjà bien au courant, qui vous intéresse, sur lequel vous serez peut-être amené à travailler de plus en plus, hein, parce qu'on voit que quand on travaille sur le sujet de l'inclusion numérique, forcément, tôt ou tard, le sujet des finances et de la gestion budgétaire euh, vient, vient toquer à la porte. Alors, ceci était pour l'introduction. Je vais commencer par quelques éléments de contexte au croisement entre inclusion numérique et accompagnement budgétaire pour comprendre vraiment de quoi il s'agit quand on parle de bons plans numériques. Alors, pour continuer, maintenant que vous avez trouvé le chemin du chat, je serais intéressé de savoir, et comme vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à travailler dans des EPN ou assurer un accompagnement numérique, c'est de me dire combien de personnes, en pourcentage, vous pensez qui sont éloignées du numérique et qui sont, écrivez-le en pourcentage dans le chat.
Ok, on a des réponses assez variées. Je dois faire le calcul mental pour agréger toutes les réponses. J'ai l'impression que pour le moment, il y a plus de 46 que le reste, mais il y a des réponses assez variées entre 39, 52, 41. Alors, je dois avouer que ceci était une question piège, parce que les chiffres jusqu'à l'année passée étaient de 46%. Seulement les nouveaux chiffres de Statbel, national fédéral des statistiques de Belgique, a publié il y a quelques semaines les nouveaux chiffres pour 2023, et il s'agit bien de 41%. En 2021, c'était 46. C'est le chiffre qui vaut pour toute la Belgique, qui est utilisé dans le baromètre la Fondation Aura-Baudouin. Aujourd'hui, on voit que, il n'y a entre guillemets plus que 41% de la population qui est vulnérable. Attention, 41%, ça reste beaucoup. 4 personnes sur 10 qui sont qui courent un risque d'exclusion. Maintenant, pour comprendre qui sont ces 41% de la population belge, petite précision, ce sont des personnes entre 16 et 74 ans. Voilà, je vois la question de Philippe dans le chat. Ça veut dire que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas pris en considération. Idem pour les personnes plus âgées, au-delà de 74 ans. C'est un échantillonnage, voilà, de Stadbel, qui est un échantillonnage récurrent. C'est toujours cette tranche d'âge là qui est. Par contre, ça éclipse malheureusement les publics seniors dont on le sait, ont plus de difficultés, et on le voit même dans les tranches d'âge jusqu'à 74 ans. On voit que systématiquement, au plus les personnes sont âgées, au plus elles ont des difficultés. Il y a différents critères qui sont à garder à l'esprit. C'est l'âge, comme je viens d'en parler. Les personnes plus âgées sont plus vulnérables parce qu'elles n'arrivent pas à, à- à- à se mettre à jour par rapport au développement numérique. Elles ont du mal à prendre le train en marche. Elle l'exprime aussi de cette manière. Ce n'est plus de mon âge, j'ai jamais appris ça, je l'ai jamais utilisé dans mon métier. Pourtant, la société se dématérialise de plus en plus vite, qu'on ait le choix ou non. Et je laisse de côté cette question de dématérialisation. En tout cas, on voit que chez les personnes âgées, il y a une difficulté, mais pas que. Chez les jeunes, on voit aussi qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Pensez à des jeunes qui essayent de postuler en ligne et qui ne savent pas rédiger un CV proprement sur ordinateur, qui ne savent pas envoyer une pièce jointe par mail. Ces personnes, ces jeunes, sont aussi éloignés du numérique, à risque d'exclusion parce qu'ils ratent certaines opportunités d'emploi. Ici, comme je viens d'en parler, parce qu'ils ne savent pas utiliser le numérique. Autre critère important, c'est le niveau de diplôme. On voit dans toutes les études que le niveau de diplôme est un facteur euh, de risque plus élevé, et que les personnes avec un faible niveau de diplôme vont moins bien maîtriser le numérique, vont être moins équipées, et de ce fait aussi encourir plus de risques d'exclusion. Il y a le niveau de revenu, et ça c'est un sujet qui aujourd'hui nous intéresse particulièrement puisqu'on parle de pouvoir d'achat. Et là, petit spoiler alerte, et sans surprise, les personnes avec un plus faible revenu sont aussi plus à risque parce qu'elles ne pourront pas acheter un nouvel équipement si leur équipement devient obsolète. De nouveau, hein, l'obsolescence programmée, la dématérialisation, je laisse ces sujets de côté, mais en tout cas, on observe que les personnes plus démunies financièrement ont plus de difficultés avec le numérique, tant en termes d'accès qu'en termes de compétences. Et les chiffres ne sont pas des moindres. Ce sont, quand on voit, et là, ce sont encore les chiffres de 2021, euh, 47% des personnes à bas revenus, donc une personne sur deux à bas revenus, n'a pas d'ordinateur à la maison. C'est beaucoup plus que le reste de la population. Et alors, quatrième facteur, euh,
qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que les femmes, malheureusement, sont aussi plus vulnérables quand on parle du numérique. Voilà pour le topo de l'inclusion numérique. Maintenant, pour passer à la suite, je vais vous parler du pouvoir d'achat. Je vous ai expliqué que le portefeuille, les revenus des personnes est un enjeu majeur en termes d'inclusion numérique. Et donc, pour parler de bons plans, comment faire des économies, il faut comprendre le principe de pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, très simplement, c'est de savoir à salaire égal, hein, si j'ai aujourd'hui 1000 euros sur mon compte à vue, combien je peux acheter, quel type de course je peux me permettre, et si le coût de la vie augmente, ben forcément mon panier va se réduire. Vous voyez ici à gauche une petite définition, c'est donc la quantité de biens et de services, donc c'est tant matériel que service, qu'on peut se permettre d'acheter et qui dépend du niveau de revenu, mais aussi du prix des biens et des services qu'on va acheter. Alors, je vais illustrer ça avec un petit exemple ludique. C'est pas une science exacte que je vais vous présenter, mais ça permet de bien comprendre le principe de pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle le Big Mac Index. Ça a été inventé dans le courant des années 80, 1980. Et il y a plusieurs chercheurs, économistes qui ont cherché un paramètre universel, international, qui est le Big Mac. Dans les années 80, McDonald's était présent partout dans le monde et encore toujours. Et donc, ils ont dit, le Big Mac, c'est le même produit, avec les mêmes ingrédients, le même pain, la même salade, bon, même si elle vient de producteurs locaux. En principe, c'est exactement le même produit. Du coup, combien coûte un Big Mac dans chacun des pays? Et ça illustre bien le pouvoir d'achat. Si un Big Mac en Belgique, alors là, ce sont des chiffres pour 2022 de mémoire et exprimés en dollars. Si un Big Mac coûte environ 6 dollars, ben, combien coûte le même Big Mac dans d'autres pays? Et on va voir que dans des pays moins bien aisés, par exemple le Pakistan, qui est lui vraiment tout en bas de la liste, ben on peut se permettre 3 Big Mac, hein, avec le pouvoir d'achat en tant que Belge, on peut se permettre 3 Big Mac parce qu'ils ne coûtent que 1,91 dollars par Big Mac. Quand vous partez en vacances d'ailleurs, et que vous partez dans des pays, quand vous partez dans des pays plus chers que les nôtres, par exemple en Scandinavie ou en Suisse, bah, vous verrez que le prix du resto, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Et donc ça, c'est une question de pouvoir d'achat. Et rapporté au Big Mac Index, bah, si on prend la Suisse, qui est le plus cher, avec le Liechtenstein, si je ne me trompe pas, ben, avec notre pouvoir d'achat de Belge, on ne peut se payer que 0,7 Big Mac, donc on ne peut même pas se payer un Big Mac entier à produit égal. C'est important à savoir parce que quand on voit que le coût de la vie augmente, et c'est assez paru dans les médias ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années même, c'est important de le savoir et de comprendre quand on a des personnes justement à risque de pauvreté, d'exclusion financière, de vulnérabilité, de saisir ce concept de pouvoir d'achat. En Belgique, on peut transposer ça au ce qu'on appelle entre guillemets le panier de la ménagère ou l'indice à la consommation, et un, euh, c'est directement lié à l'inflation. Et donc l'inflation, c'est quand le coût de la vie augmente, mais que nos revenus restent les mêmes. Voilà, donc ça c'est important à comprendre d'entrée de jeu. Et tout ce qu'on va vous proposer, c'est justement de pouvoir maximiser son pouvoir d'achat, tirer le plus possible de l'argent dont on dispose pour en profiter pleinement et que personne ne soit exclu. Hop. Petite question pour vous, et je vous invite à retrouver le chemin de vos claviers. Combien de personnes y a-t-il en situation de risque de pauvreté aujourd'hui en Belgique?
4,2%, 9,6%, 13,2% ou 21,7%. Je vais moi aussi voir le chat. Je vois pour le moment pas mal de 21%, quelques 13,2%. Ça a l'air de s'équilibrer entre ces deux-là. Euh, Il n'y a personne qui se risque à dire 4,2 ou 9,6%. Euh, ok, je vous remercie pour vos réponses. Je vais afficher maintenant la bonne réponse, 13,2. Attention que c'est 13,2, c'est un paramètre ou c'est une grille d'analyse qui, quand on parle de risque de pauvreté, ça veut dire que ce sont des personnes dont les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Donc, le revenu médian, ça veut dire que il y a 50% de la population belge qui gagne plus, 50% de la population qui gagne moins. Mais donc, ça veut dire, par rapport à ce milieu-là, c'est pas la moyenne, c'est pas la même chose. Il y a donc moins de 60% de ce milieu-là, de ce revenu net médian. Et il faut savoir aussi, c'est intéressant à comparer, que en l'Union européenne, la moyenne est à 16,5. Donc on fait un petit peu mieux que la moyenne européenne. Par contre, quand on regarde, et là je vous invite à lire le tableau de droite, quand on regarde quels sont les groupes les plus à risque, les jeunes, personnes âgées, chômeurs, familles monoparentales, personnes seules, isolées, niveau d'éducation faible, des locataires plutôt que propriétaires de maisons, des personnes nées en dehors de l'Union européenne ou des personnes nées en dehors de la Belgique, systématiquement, ce sont des personnes qui sont parfois loin au-dessus de ces 13%. Et alors, on, on utilise le critère risque de pauvreté monétaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, à la fin du mois, n'ont pas assez d'argent sur leur compte en banque. Et on voit que euh, vraiment les mêmes publics qui sont à risque d'exclusion numérique, qui ont des difficultés à s'approprier le numérique, sont aussi à risque on court plus de risques de pauvreté monétaire. Il y a vraiment overlap là, et donc c'est important de pouvoir les accompagner. Autre petit point, je ne vais pas m'attarder ici dessus, c'est important de savoir qu'en Belgique, il y a une sécurité sociale qui nous aide énormément et que sans elle, en fait, on courrait le risque d'avoir une part de la population encore plus pauvre ou à risque de pauvreté avant ce qu'on appelle les transferts sociaux, donc c'est toutes les aides sociales et la sécurité sociale, le risque serait de 42% de personnes à risque de pauvreté. Et de nouveau, on voit que les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Si on retire de ça les pensions, donc après les pensions, ça ne devient plus que 25. Donc ça veut dire que les personnes âgées qui dépendent d'une pension sont quand même, c'est un échantillon dans la population assez important. Et sinon, on retombe sur ces 12,3% de risque de pauvreté monétaire. Et alors, un autre concept qui est intéressant à connaître, mais de nouveau sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est ce qu'on appelle la privatisation matérielle et sociale, parfois sévère. C'est si sur la liste des 13 critères que vous voyez à l'écran, il y a 5, voire si c'est sévère, 7 de ces critères euh, dont on ne peut pas se permettre, qu'on ne peut pas se permettre. Et vous voyez qu'en numéro 10, il y a s'offrir une connexion Internet à domicile. Ça veut dire qu'Internet aujourd'hui est devenu quand même un élément crucial dans notre société et que l'accès à Internet est important, pardon, pour les personnes, pour justement sortir des difficultés financières, de la pauvreté et être
aussi connecter au monde et profiter de l'univers numérique. Et là, quand on regarde les chiffres en Belgique, il y a 10% qui est à risque de privatisation matérielle sociale, 6 euh, pour la privatisation plus sévère. Je vous l'avais promis, en deuxième partie, je vais vous présenter les bons plans du numérique suivant quelques thématiques. Et la question sera justement au croisement, comme je viens de le présenter, d'inclusion numérique, inclusion financière, augmenter le pouvoir d'achat, comment utiliser tout ça pour en fait tirer un maximum de son propre portefeuille, chacun à son niveau. On va vous présenter ici euh, dans la suite du webinaire quelques thématiques et l'idée est d'être sensibilisé à toutes ces thématiques. On n'attend évidemment pas de tout le monde de tout mettre en place, ce qui serait assez chronophage, mais en tout cas que vous sachiez qu'il existe plein d'astuces. Et la première chose, c'est de parler de l'e-commerce. Euh, on peut aller au supermarché, on peut aller à l'épicerie du coin, la boulangerie, le boucher, le poissonnier. Donc il y a plein de choses qu'on peut acheter dans la vie réelle. On peut aussi acheter la même chose en ligne, voire plus. Le catalogue est souvent plus grand. L'e-commerce nous permet de comparer des prix, de voir entre MediaMarkt et la Fnac combien coûte le même article chez l'un, chez l'autre. Et du coup, si on prend à article égal le moins cher, ça veut dire qu'en fait, on a trouvé un bon plan, on augmente, enfin, oui, on tire plus de notre portefeuille puisqu'on a trouvé une forme de réduction par rapport à ce qu'on pourrait trouver sinon dans les rayons. Euh, Ça permet aussi de voir les reviews, les commentaires des utilisateurs. Et donc l'e-commerce permet vraiment de faire des achats de manière très instruite et donc de s'informer sur ce qu'on achète avant d'être simplement dans le rayon, de lire la notice et de ne voir qu'un article. La comparaison, les reviews euh, et un catalogue plus vaste euh, sont de réels avantages puisque les personnes peuvent justement profiter d'avoir tout ça à portée de clic. Il y a certaines réductions, par exemple livraison à domicile. Si vous achetez pour plus de X euros, attention que acheter pour plus de 50 euros, par exemple, vous devez quand même acheter pour 50 euros, alors qu'au départ, vous veniez pour un article à 20 euros seulement. Donc ça, il faut faire attention. Par contre, vous économisez les frais de port, par exemple. Deuxième point important, c'est l'économie collaborative. Il existe plein de services, plein de plateformes qui proposent justement de vendre des services à prix réduit, de vendre des biens à prix réduit par rapport au marché classique qu'on trouve dans les magasins, supermarchés et même magasins en ligne. Et donc, c'est intéressant de savoir que on peut trouver quelque chose à prix réduit. Par exemple, s'il y a un déguisement à faire pour un spectacle de l'école, bah, plutôt que d'acheter tout neuf pour un déguisement qui ne va servir qu'une seule fois, peut-être que vous pouvez l'acheter deuxième main, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et du coup, de ce fait, vous faites une petite économie sur cet achat. Et de l'autre côté, il y a une personne qui a un déguisement dont elle ne se sert plus, qui est contente de gagner quelques euros et de s'en débarrasser de cette manière. Donc il y a vraiment ces deux pans. Il y a un acheter à prix réduit, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui arrive aussi à se débarrasser de quelque chose et récupérer un petit peu d'argent. Troisième point, les aides publiques. Je vous ai déjà parlé des transferts sociaux. Euh, il y a aussi, en plus de tout ça, plein de subsides. Alors plein, il ne faut pas s'en imaginer des cents et des mille. Par contre, ce sont des subsides qui sont quand même intéressants à connaître. Si par exemple vous rénovez votre habitation, euh, en tant que propriétaire, vous avez, en fonction des régions dans lesquelles vous habitez, Wallonie, Bruxelles ou Flandre, certaines aides. Par exemple, si vous installez des panneaux photovoltaïques,
Il y a aussi des aides qui sont proposées, aides à l'énergie, les, quand vous rendez votre plaque d'immatriculation, vous recevez aussi un petit bonus qui permet justement d'acheter euh, gratuitement, puisque c'est compensé par le rachat de la plaque d'immatriculation, un abonnement de transport en commun. Il y a les tarifs sociaux pour les personnes vraiment les plus démunies. Attention, pour les tarifs sociaux, il faut rentrer dans certains critères, sont les bénéficiaires du CPS, en résumé, qui y bénéficient. Mais il y a donc des aides publiques aussi qui peuvent aider à amortir certains coûts, je pense principalement à des rénovations, mais aussi sur certaines factures plus structurelles. Plein de choses peuvent se faire en ligne, je viens de l'annoncer, e-commerce, économie collaborative. Maintenant, regardons un petit peu qui effectue vraiment des achats en ligne. D'après vous, combien de personnes en Belgique, toujours pour la même tranche d'âge, effectuent des achats en ligne? 25%, 45%, 65% ou 85% de la population a effectué des achats en ligne dans les 3 mois précédant l'enquête, quand Statbel a fait l'enquête. Je vois quelques 25, quelques 45, quelques 65. Personne ne se risque à dire 85 pour le moment. Ok. Eh ben, on reste sur les trois premières réponses. Je crois que ça doit jouer entre 45 et 65. Ouais, plus de 45, j'ai l'impression. On va voir la bonne réponse. C'est 65% de la population qui effectue des achats en ligne. Donc, c'est quand même plus d'une personne sur deux. C'est beaucoup. Euh, enfin, je trouve personnellement que c'est beaucoup. Euh, Surtout au regard des réponses qui tendaient à dire 25 ou 45%. Et quand on va un peu dans le détail, on voit une forte évolution sur les 10 ou 15 dernières années, avec un gros bond lié à la crise sanitaire Covid, où on a gagné en un an 10%, ce qui est vraiment beaucoup. Et puis maintenant, on est arrivé à un petit plateau. Par contre, chiffre important à retenir, c'est que 47% seulement des personnes à bas revenus utilisent le numérique pour faire des achats en ligne par rapport à 79% des personnes à haut revenu. Et donc là, on voit quand même un très très grand écart de 32%, si mes calculs sont corrects. Euh, Entre les personnes vraiment les plus démunies versus les plus riches. Et donc, les personnes qui pourraient profiter de toutes les fonctionnalités du numérique, de pouvoir comparer, trouver le même article moins cher, avoir des promotions, etc., en fait, en profitent le moins et ce sont les plus riches qui peuvent se permettre justement de profiter des bons plans, alors que les plus riches en auraient moins besoin. Tout le monde y a droit, évidemment. Mais ce qui est important aujourd'hui à souligner, c'est que les personnes les plus démunies en profitent le moins ou l'utilisent en tout cas le moins. Autre élément à savoir, et ça va faire assez rapidement écho à la suite par rapport au bon plan, ce sont les usages en termes d'e-commerce. Donc quand on regarde toujours sur le même échantillonnage des 65% de la population belge, ce qu'ils achètent, l'article, enfin la catégorie numéro un qui dépasse tout le monde quasi de 2 fois le pourcentage, c'est les vêtements. Ça ne surprend peut-être pas. En tout cas, on voit que la majorité achète des vêtements en ligne, suivi après dans les 20%
avec la culture, l'hébergement, recherche de logement, que ce soit à louer ou à acheter, le streaming de films ou de séries, des plateformes type Netflix, transport, livraison à domicile, Uber Eats et autres, streaming de musique, par exemple des plateformes comme Spotify, les médicaments, des produits cosmétiques, des livres, périodiques, journaux, et on voit que le coût euh, sur une totalité de 3 mois est quand même se joue entre 100 et 500 euros. Là, vous voyez le donut, le graphique à droite, que la plupart des personnes sur un laps de 3 mois achètent quand même pour entre 100 et 500, majoritairement 100 et 500 euros, avec certaines personnes 14% quand même, plus de 1000 euros. Et les personnes qui font des petits achats, moins de 50 euros, sont quand même plus minoritaires. C'est intéressant à savoir pour justement comprendre les usages des personnes. Il existe énormément de services en ligne dont on peut profiter, seulement ils sont sous-exploités. S'habiller, en numéro un, je viens de vous le dire, dépasse de loin toutes les autres catégories. Se loger, hein, je crois que c'est aujourd'hui difficile de trouver un logement sans Internet. S'il n'y avait pas ImoWeb, comment ferait-on? Hein, ImoWeb étant la plateforme la plus connue, il y en a d'autres. Se déplacer, euh, ou se nourrir. Par contre, il existe d'autres catégories. Je vous les mets à l'écran. Je vous les mets à l'écran. Se meubler, s'équiper, se faire aider, demander des services, trouver des promotions en ligne qui permettent aussi de réduire énormément le coût de tous ces biens ou de ces services et dont on ne profite pas encore assez. Ça ne se voit pas dans les chiffres. Ça veut dire qu'il y a moins de 15% des personnes qui font appel à ça. Alors, première catégorie que j'aimerais vous présenter, c'est le reconditionné. Quand vous avez un téléphone qui rend l'âme, ou une tablette, ou un ordinateur, au lieu d'acheter quelque chose de flambant neuf, ou si quelqu'un s'approprie le numérique et ne sait pas encore très bien quel équipement la personne aimerait utiliser, il peut être intéressant de proposer d'acheter un appareil reconditionné qui est significativement moins cher et dont la qualité peut être garantie. Quand on achète du reconditionné, évidemment, pas au fils du voisin qui veut se débarrasser de son téléphone, mais vraiment dans un magasin fiable, reconnu. Et je vous mets ici quelques plateformes. Smart World, par exemple. Il y a Back Market qui est aussi très connu. C'est le logo ici avec les deux petites flèches. Smart World qui essaye d'avoir un impact environnemental positif. Voilà, qui propose en plus de dire c'est du neuf parce que enfin, ça a été acheté mais jamais utilisé. C'est du quasi neuf, comme neuf. C'est en très bon état, moyen état. Euh, et donc, non seulement on a une évaluation sur la qualité de l'appareil qu'on achète, mais il y a aussi une garantie, la plupart du temps 1 an, parfois ça peut aller jusqu'à 2 ans, et donc c'est intéressant à savoir qu'on n'achète pas n'importe quoi, même reconditionné. Et petit avantage pour ceux à qui ça parle, le reconditionné euh, offre évidemment aussi un avantage environnemental puisqu'on rallonge la durée de vie des équipements et que du coup on ne doit pas produire un nouvel appareil ou acheter un nouvel appareil qui malheureusement dans quelques années sera obsolète, on l'aura fait tomber ou quoi. Ceci, je le dis maintenant, et vous le verrez, ça sera présent sur tous les slides, se trouve sur une carte interactive que je vais vous présenter très rapidement après, qui se trouve sur un 2 3 digits. Et donc, vous verrez que par catégorie, on a sélectionné des applications, des sites web qui vous permettent de trouver vraiment l'équipement, ici en l'occurrence, mais ça sera l'alimentation, le logement ou quoi, qui permet de faire pas mal d'économies. L'alimentation aussi, on a vu
l'alimentation aussi permet de faire des économies. On a vu que beaucoup de personnes ont tourné autour des 20%, font appel à des services de traiteurs, de restaurants qui font des livraisons à domicile. Il existe d'autres façons d'utiliser le commerce en ligne pour se nourrir, diminuer son pouvoir d'achat et par ailleurs aussi éviter le gaspillage. Une application, une plateforme qui est bien connue, euh, qui est relativement bien connue, c'est Too Good To Go. Et donc, c'est une application qui permet de savoir, d'acheter des aliments que des commerçants n'ont pas réussi à vendre. Ce sont les invendus, mais qui ne peuvent pas jeter. C'est une loi européenne. Et donc, on achète à prix réduit les fins de rayon. Voilà, en quelque sorte. Happy Hours Market va dans le même sens. Au mieux, vous voyez, pour éviter le gaspillage en cuisine, Frigo Magique vous permet d'inventer des recettes avec ce que vous avez dans votre frigo. Donc, plutôt que de bricoler vous-même un truc qui est maladroitement, parce qu'on n'est peut-être pas tous top chef, l'application va vous proposer une chouette recette avec ce dont vous disposez. Et Eat to Eat, c'est aussi euh, vendre ou partager entre voisins en fait les restes. Si on a fait un trop grand gâteau pour l'anniversaire de quelqu'un et euh, on n'a pas envie, on ne peut pas manger la suite du gâteau, bah, autant en faire profiter un voisin ou une voisine. Gazap, ça c'est un principe de vente directe plutôt que de passer par toute une filière de supermarchés. On achète directement au producteur à coût réduit par rapport au supermarché. Et pour le producteur, c'est aussi intéressant puisqu'il est sûr de pouvoir vendre ses produits. Voilà, donc l'alimentation, à ne pas sous-estimer, on peut faire de belles économies grâce à ça. Internet, au sens large, je vous mets ici quelques astuces, hein. Seconde main, deuxième main.be, les petits riens Vinted pour les vêtements principalement. Facebook, Facebook Marketplace est très connu, sont des sites où on peut acheter tout et n'importe quoi seconde main. Il existe évidemment d'autres sites, parfois spécialisés pour certains articles. On peut acheter ou vendre en ligne aussi en, enfin, acheter en ligne avec des promotions. Et donc, c'est intéressant de connaître des sites comme Groupon, Shopmium ou face à la crise.be pour trouver justement les meilleures affaires du moment. On peut faire du troc, échanger vraiment. C'est pas à produit égal, hein, c'est pas j'achète une tondeuse qui me coûte 300 euros, mais une tondeuse équivaut peut-être une foreuse professionnelle. Voilà. Et donc on s'échange une tondeuse pour une foreuse, on s'échange un frigo pour une machine à laver, ce genre de choses, ou d'autres types d'articles. Free Cycle aussi pour favoriser l'économie circulaire et que les choses ne doivent pas être démontés pour être recyclés ou malheureusement terminent à la décharge. À propos de décharge démontée pour recycler, on peut aussi faire réparer son appareil, son matériel, ses objets, ses vêtements. Et donc, il existe des repair cafés sur le numérique, hein, ces équipements informatiques, mais plein d'autres choses aussi. On peut faire appel à des expertises, des personnes qui ont certains talents, qui veulent mettre au profit de la communauté, à prix réduit par rapport à un professionnel. Et donc, vous pouvez faire appel à Ring Twice, Helper, Peerby, par exemple, pour justement trouver quelqu'un qui veut bien vous aider sur une petite tâche ponctuelle. Plein de sites, plein d'applications qui permettent de justement avoir le même service ou quasi, à prix réduit. De ce fait, augmenter le pouvoir d'achat. On y retombe toujours. Par contre, il faut utiliser le numérique. Voilà. Et donc, on est au croisement toujours de ça. La mobilité, autre sujet intéressant. On a une carte interactive séparée liée au car sharing.
Le car sharing, c'est l'autopartage et donc c'est plutôt que d'utiliser sa propre voiture pour des déplacements personnels qui, petite parenthèse, et je n'ai pas préparé de quiz pour ça, mais une voiture en moyenne reste immobile 95% du temps. Et donc pour justement compenser l'immobilité de votre voiture, eh ben, ça peut être intéressant d'avoir une voiture partagée, soit ce qu'on appelle station-based, style Cambio, hein, des stationnements fixes, soit en free floating, libres comme Miles, Poppy principalement, ou partagés entre pairs, Cozy Wheels et Dégage. Et donc, l'idée est en fait, de n'utiliser la voiture que quand on en a besoin et de payer que pour l'utilisation qu'on en fait, plutôt que de payer aussi pour les 95%. Ça permet de faire un gain financier énorme, jusqu'à 3 000 € par an. C'est non négligeable, surtout quand on a des difficultés financières. C'est moins de tracas administratifs. On s'occupe pas de l'entretien, on s'occupe pas des assurances, etc. Ça a un meilleur impact pour l'environnement puisqu'il y a moins de voitures en circulation. C'est mieux pour l'espace public puisqu'il y a moins, de nouveau, moins de voitures en circulation, moins d'espaces de stationnement euh, utilisés. Ça favorise la cohésion sociale et tout le monde pourrait être intéressé, principalement les personnes sans voiture. Ça profite à tout le monde. Les personnes à faible revenu, puisque on revient à ces 3 000 € d'économie par an, c'est assez intéressant à prendre, dont la voiture est trop polluante. Si ça fait 15 ans qu'on a la voiture, qu'on peut plus rentrer dans Bruxelles et qu'il faut la renouveler parce que le travail ou les hobbies ou la vie fait que on doit quand même continuer à utiliser la voiture, ça peut être intéressant. Personne qui, par conscience environnementale, souhaite adapter leur mode de transport. Voilà. Autre petit point sur la mobilité, en fonction du profil qu'on a, étudiant, chercheur d'emploi, senior, il existe aussi des réductions sur les abonnements de transport en commun, bon à savoir. Et donc, j'invite tout le monde, en fonction du public qu'on a devant soi, à s'informer parce que ça permet de faire des petites économies. Les outils, alors que je vais vous présenter, les outils, gardez à l'esprit on les a conçus, ce que je vais vous présenter, pour des personnes, d'une part, éloignées du numérique, dimension inclusion numérique, et d'autre part, pour des personnes en vulnérabilité financière. Et donc, il y a au croisement de tout ça euh, plusieurs points à garder à l'esprit. Un, c'est de commencer par un diagnostic des vulnérabilités. Est-ce que la personne est éloignée du numérique? Est-ce que la personne est financièrement vulnérable? Et donc, comment est-ce que je vais adapter mon accompagnement au croisement de ça? Deuxième point, c'est orienter vers le bon service. Une fois que je connais le profil numérique et le profil financier, sans aller dans le détail, des finances de la personne, ça peut être intéressant de dire, vous pourriez faire des économies justement sur votre alimentation, plutôt que de vous faire livrer des repas à domicile dans un restaurant systématiquement. Vous savez que vous pouvez acheter aussi en ligne à prix réduit certains aliments, que vous pouvez faire des économies en revendant certains articles via telle ou telle plateforme. Voilà, donc orienter vers le bon service ou adapter son propre accompagnement en fonction du diagnostic est important. Le numérique est la base quand on parle de l'e-commerce, et donc s'assurer que les personnes sont en confiance par rapport au numérique, savent utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette, connaissent tous les bons gestes, maîtrisent les questions de sécurité en ligne, avant, dans un dernier temps, apprivoiser le monde des achats et des paiements en ligne et du coup aussi des bons plans. Voilà, donc c'est vraiment ce scénario en 4 temps qu'il faut, en tout cas que je vous recommande à suivre pour accompagner les personnes. Sur un, 2, 3 digits, pour les personnes qui ne connaissent pas la plateforme, il existe plein de ressources pour diagnostiquer, trouver des structures, plein de ressources pédagogiques pour former en tant qu'aidant dans des ateliers collectifs
ou en tant qu'apprenant dans un espace d'apprentissage sécurisé, on organise un webinaire comme celui d'aujourd'hui et on écrit des articles. Alors, on a parlé d'inclusion numérique, de banque et d'achat en ligne. Il existait déjà quelques quelques modules, quelques liens utiles pour accompagner les personnes sur des questions bancaires, d'achat en ligne. Vous voyez ici un module sur comment utiliser son application bancaire, hein, pour pouvoir effectuer un paiement. Faire des achats en ligne, on a un petit simulateur d'un magasin en ligne. Et vous suivrez Diego, hein, le petit personnage ici en bas, qui doit acheter quelque chose dans dans un e-commerce fictif et on va jusqu'au paiement. Donc ça sont des choses qui sont intéressantes à faire avec des apprenants qui n'ont jamais acheté en ligne. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a un module comment augmenter son pouvoir d'achat avec le numérique. Il est en ligne depuis une semaine environ, et on va aborder toutes les questions que j'ai évoquées aujourd'hui de manière moins théorique, beaucoup plus ludique avec les publics, et on va apprendre avec les personnes comment acheter moins cher, comment gagner de l'argent, comment comparer les prix, quels sont les outils pour faire des économies, quels sont les bons réflexes quand je veux vendre quelque chose, quels sont les bons réflexes quand on vend quelque chose. Tout ça est toujours à l'image de ce qu'on fait sur un 2 3 digits, accompagné d'une trame d'animation et d'une fiche résumée. La trame d'animation, c'est votre recette de cuisine et que vous pouvez suivre pendant que vous donnez euh, votre atelier et que vous utilisez la formation interactive. Et la fiche résumée, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus courte, 3 pages à peine, sert à distribuer aux apprenants pour que les apprenants puissent aussi rentrer à la maison avec les éléments clés de la formation et quelques liens utiles, euh, quelques, euh, quelques astuces. On a une carte interactive et vous reconnaissez peut-être cette image-ci que j'avais déjà reprise dans, dans la présentation sur les bons plans du numérique. Comment trouver des bons plans sur le sujet de l'alimentation, se nourrir, comment trouver un bon plan sur les meubles, parce qu'il existe plein d'endroits où trouver des meubles euh, réparés, seconde main, etc. Et donc nous avons compilé justement toutes ces ressources sur une seule page que que vous pouvez consulter via le bouton ici, la présentation que je vous enverrai évidemment. Tout ça est sur un 2 3 digits. Et alors, euh, dernier point, ce sont les articles euh, de notre média. On écrit régulièrement, et il va y en avoir de plus en plus, des articles justement pour, euh, à l'image de ce webinaire, vous sensibiliser, vos collègues, les publics éloignés aussi, sur des questions de pouvoir d'achat, de bons plans du numérique et de comment dire, de déchiffrer, hein, de décortiquer pour vous les questions liées au budget, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les astuces recommandées. Premier article, le numérique au service de votre portefeuille, comment le numérique peut nous aider de manière globale, hein. Il y a certains inconvénients, indéniablement, mais il présente aussi beaucoup d'avantages quand il s'agit de pouvoir d'achat. Et deuxième article, maximiser ses économies et réduire le gaspillage. On est sur un sujet de l'alimentation. C'est une thématique qui a été abordée. Et donc, ça peut être intéressant d'aller consulter ces articles. Je vais rapidement faire un saut pour vous montrer où ça se trouve sur la plateforme. Est-ce que quelqu'un peut, dans le chat, me confirmer que vous voyez bien un 2 3 digits, s'il vous plaît? Ok, merci Sandy. Donc, vous voyez la plateforme, oui, merci tout le monde dans le chat. Vous voyez la plateforme 1, 2, 3 digits qui est gratuite et à disposition tant des aidants
que des apprenants. Ici, je vous montre l'espace aidant. Et quand on va regarder dans toutes les thématiques, ça se trouve sous la rubrique banque et achats en ligne, hein, puisqu'on est dans une thématique liée aux achats, où il y a plein de ressources. Vous voyez comment consulter son solde, comment effectuer des paiements mobiles, découvrir le PC banking, etc. Découvrir les achats en ligne. Et vous voyez ici, il y a un petit onglet nouveau, comment augmenter son pouvoir d'achat avec le numérique. C'est, comme le nom le dit, c'est assez nouveau comme formation. C'est une formation au format interactif, pardon. Et ça veut dire que avec vos apprenants, vous pouvez vraiment utiliser la- cette formation interactive dans un atelier pour aborder le sujet des bons plans de numérique. Ici, en introduction, une petite question. Que peut-on faire en ligne et qu'est-ce qui est impossible à faire en ligne? Faire les lacets des chaussures. Et donc, petit, voilà, ce sont des cartes à glisser possibles à faire en ligne. Non, faire ses lacets, c'est impossible à faire en ligne. Prendre une douche, impossible à faire en ligne. Tondre ma pelouse, euh, enfin, Internet, enfin, la tondeuse ne va pas fonctionner avec un ordinateur, ça doit se faire la main. Par contre, trouver la nourriture pas chère, ça peut se faire en ligne. Et donc, ce sont toutes des questions que vous pouvez poser avec vos apprenants. Il y a des petites vidéos. Alors, normalement, j'ai partagé le son de la vidéo, donc j'espère que vous l'entendrez. Ce sont des petites vidéos. Petite précision, vous pouvez Sébastien. activer les sous-titres en français s'il y a des personnes qui sont malentendantes, par exemple, ou qui apprennent le français. Euh, et alors, est-ce que vous entendez le son, j'espère? Sinon, Est vous en avez les Belgique. sous-titres. Il aimerait s'acheter une nouvelle guitare électrique, mais il a un problème. Son compte est dans le rouge. Il a déjà utilisé des comparateurs de prix en ligne pour trouver la guitare la moins chère qui correspond à ses besoins, mais ça reste trop cher. Lors d'une discussion avec ses amis, Lucie lui demande s'il a regardé sur des sites de vente seconde main, où il pourrait trouver moins cher. Reste un problème, même moins cher, Sébastien n'a vraiment aucun budget pour cette nouvelle guitare. Mais Lucie n'est pas à court d'idées, et propose à Sébastien de vendre son ancienne guitare sur Internet. Ça lui ferait un budget pour acheter la nouvelle. En vendant son ancienne guitare sur Internet, plus quelques objets dont il ne se sert plus, Sébastien a réussi à récupérer assez d'argent pour acheter sa nouvelle guitare électrique. Pratique, non? Et voilà comment Internet peut augmenter votre pouvoir d'achat. En vendant ce dont on ne se sert plus et en achetant potentiellement moins cher en ligne, grâce aux sites seconde main par exemple, Internet permet de réaliser de belles économies et d'augmenter son pouvoir d'achat. Voilà un exemple de vidéo qui explique le sujet des pouvoirs d'achat. C'est une vidéo que les apprenants peuvent suivre en autonomie, que vous pouvez aussi projeter justement en guise d'introduction. Et donc, vous voyez que c'est et interactif, il y a différents formats, des petites vidéos, il y a voilà, des petits textes pour expliquer, hein, pas à pas, comment on peut gagner de l'argent. Hein, voilà, ici, il y a un fauteuil qui est vendu. Et comment acheter quelque chose, ici une guitare électrique, comparer les prix, hein. Donc tout ça est abordé de manière progressive à ce que les personnes puissent, à leur rythme et aussi de manière cohérente, apprendre à comprendre les bons plans du numérique. Encore une petite vidéo sur l'économie collaborative. Vous voyez, encore des petites vidéos. Là, on va suivre trois profils différents pour savoir, ben, justement, sur des thématiques différentes, comment on peut utiliser le numérique pour augmenter son pouvoir d'achat. Rappelez-vous, dans la vidéo de Sébastien, elle était juste ici, Sébastien à la est en toute fin. Voilà, je vais mettre pause là. Cette image-ci, hein, pour illustrer la vidéo, si je vends mon ancienne guitare
je trouve une bonne guitare, bon marché, j'ai réussi à comparer sur différents sites, j'achète moins cher, de ce fait, je me fais des économies. On le retrouve dans la trame d'animation. Oh, ça, excusez-moi, je crois que j'ai là. Dans la trame d'animation, vous voyez, on va trouver chacune de ces étapes, comme la vidéo collaborative que je viens que je viens de mentionner, que je n'ai pas présentée. Donc, ce sont plein de petites choses ici qu'on présente, et donc vous pourrez aussi vous approprier le contenu de la formation grâce à cette trame d'animation. On parle de la vidéo de Sébastien, Sébastien et ses nouvelles guitares. Et dans la fiche résumée qu'on va distribuer aux apprenants, vous voyez ici qu'il y a cette même image, les mêmes rubriques, se nourrir, meubler, s'habiller, se faire aider, déplacer, etc., euh, qu'on trouve dans la formation. Voilà, on parle de test achat, on parle de comparateur d'énergie, et on présente aussi le site que j'ai mentionné régulièrement pendant la présentation des bons plans numériques, qui est ici, qui est un site interactif. Et donc, si on clique sur une des catégories, par exemple s'habiller, voilà, on va tout de suite à la rubrique s'habiller, premier Vinted pour vendre et acheter en ligne. Les petits riens pour acheter seconde main, vestiaire collective, deuxième main.be, Facebook Marketplace, etc. Et vous voyez que c'est comme ça, par catégorie, des sites et des applications qu'on recense pour vous. Et ça nous semblait important de vous les présenter aujourd'hui. Je vois qu'il est midi pile. J'ai un petit peu débordé sur la présentation. En tout cas, avec ceci, je tenais à vous expliquer ce qu'était le pouvoir d'achat, comment accompagner des publics, ce à quoi il fallait faire attention, et de présenter des outils qui peuvent vous être utiles dans votre accompagnement. Si je reviens à ma présentation, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas, je reste volontiers encore quelques minutes pour y répondre. J'ai pas l'impression qu'il y en ait eu dans le chat. Voilà, j'espère en tout cas que ceci vous a été instructif, que vous pourrez utiliser les ressources qu'on vous présente. Je vous enverrai les liens utiles dans un mail avec le support de la présentation. Et comme ça, évidemment, continuer à accompagner les publics. Et donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je reste. Ça peut être un moment de partage entre vous aussi, si vous avez des questions à poser à d'autres personnes. Je suis, je suis tout à fait disposé à ça. Je vois les remerciements dans le chat. Merci à vous d'avoir été là. Voilà. Merci à tous, et je vous souhaite un bon appétit puisqu'il est l'heure d'aller manger. Suite de journée.